Merci Gwenaël Ledreff. Alors, vous m'avez présenté comme étant un fidèle de l'université permanente. J'ai envie de dire un permanent de l'université des fidèles, hein, parce que voilà. Merci à vous de revenir une nouvelle fois pour une conférence dans laquelle nous allons mêler différents langages, l'écriture et la peinture. Donc à mes côtés, Isabelle Lacan et Marie Cantos. L'une est romancière. On connaît bien hein, ces romans, ces premiers romans qui ont eu, comme Le baiser du dragon, de très grands succès en librairie, ou des œuvres magnifiques comme L'homme sans fusil. Et puis, j'ai eu l'occasion de parler d'Isabelle Lacan ici même il y a quelques années en présentant la collection Ceux qui ont dit non, des éditions Actes Sud, et pour évoquer notamment son livre consacré à Marie Durand. Et héroïne ce protestante. nom, voilà, héroïne protestante, et ce nom à l'intolérance religieuse. De sorte que mon dernier livre et ton livre sont liés par une même thématique. Alors Isabelle Lacan est là aujourd'hui pour un livre dont vous avez la couverture sous les yeux, Ombre parmi les ombres, avec un visage que vous avez peut-être reconnu puisqu'il s'agit de celui de Robert Desnos. À mes côtés, Marie, qui est chargée des publics, hein, c'est comme cela que l'on dit, dans diverses expositions, critique d'art, historienne de l'art, spécialiste de l'art contemporain, et chargée des publics à la Maison Rouge pour une exposition intitulée Chaya Stoïca, une artiste rome dans le siècle. Nous vous parlerons dans un instant de Chaya Stoïca. Son nom n'est pas facile à prononcer. Chaya Stoïca. C'est plutôt Chaya que Chaya. Nous allons donc faire vivre à la fois le texte et l'image, le lisible et le visible au cours de cette conférence. Et vous l'avez compris, 3 événements en réalité président à cette rencontre. D'abord, la sortie du roman d'Isabelle Lacan, Ombre parmi les ombres, consacré donc à Robert Desnos. C'est un événement parce que le livre vient de sortir. Hein, il est sorti au début du mois de... Dans une excellente maison d'édition. Voilà. Extraordinaire. 7 jeux d'épreuves. Je dis toujours, c'est une maison d'édition comme ça n'existe pas. Je peux traduire en disant... Oui. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à déranger les auteurs, même à 23h ou très tôt le matin. Voilà. Lorsqu'il faut corriger une virgule. C'est vraiment un travail de haute couture et de bonheur, de passion. Et je souhaite que tout auteur ait une fois dans sa vie ce genre d'expérience éditoriale. Avec Muriel Zac, ce sont des merveilleux éditeurs. Bon, voilà, mais vous aurez compris, je suis quelqu'un d'enthousiaste et il faut le dire parce que je sais que vous l'aimez beaucoup et pas seulement un super conférencier. Bon, merci Isabelle. Alors, donc Ombre parmi les ombres, consacré à Robert Desnos, et vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Vous verrez de quel Robert Desnos il s'agit. Second ouvrage, le livre de Chaya Stoïca, Auschwitz et mon manteau et autres chants tziganes, qui est paru en même temps. Il est en librairie depuis quelques semaines et il s'agit d'une édition bilingue, allemand-français, des poèmes d'une artiste rome dont nous vous parlerons dans un instant. Et puis enfin, donc, cette grande exposition, Chaya Stoïca, une artiste rome dans le siècle, qui ouvrira ses portes au public à la Maison Rouge, à côté de la place de la Bastille, le 23 février. C'est une exposition, Marie, qui durera jusqu'au 20 mai. Jusqu'au 20 mai. Donc vous aurez 3 mois devant vous. Vous avez 3 mois devant vous pour aller voir cette exposition. Et j'espère que nous allons vous donner envie de la découvrir. Alors, un homme, Robert Desnos, une femme, Chaya Stoïca, qui témoigne de la force de l'art et de la victoire de la création artistique sur la barbarie.
parce que c'est bien, hélas, de barbarie dont nous allons parler au début de cette conférence, puisque l'un et l'autre, Robert et Chaya, nous ouvrent à la question de la mémoire des camps. Et je commence pour l'une et l'autre par une question très simple. Vous voyez cette photo et vous voyez sur le bras gauche de cette femme un numéro matricule, le numéro Z6399, tatoué sur son avant-bras. Et le roman d'Isabelle Lacan s'ouvre également sur un numéro matricule, le numéro 185 443. Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ? Peut-être Isabelle d'abord. C'est ce fameux matricule, effectivement, tatoué sur l'avant-bras des déportés qui ne sont pas destinés à être gazés. Je crois que c'est... Puisque Ombre, alors pour faire très vite, Ombre parmi les ombres évoque les derniers jours de Robert Desnos, mort du typhus en homme libre, j'y reviendrai, au camp de Térésine, en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce qui pouvait prédestiner effectivement Robert Desnos, qui n'était ni juif ni communiste, à être envoyé de camp en camp, puisqu'il a fait Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg, Floa, et d'arriver à Térésine au terme d'une longue marche de la mort. Voilà, je pense que la réponse, c'est que c'était, avant d'être un poète libre, c'était un homme libre. Et la chose, pour parler du fameux matricule, la chose qui est très troublante, c'est que vous savez que Robert Desnos était médium, et il s'est toujours imaginé, il s'est toujours vu en ombre. Et d'ailleurs, il disait toujours que son rêve, s'il arrivait à rentrer des camps, c'était effectivement de se lancer dans des études de mathématiques. Et il y a un tout petit texte, toute petite chose qu'il a écrite quand il était tout jeune. Voilà, un rêve, il avait noté un rêve prémonitoire de ses 16 ans, et un rêve qui était récurrent. Tu es transformé en chiffres. Tu tombes dans un puits qui est en même temps une feuille de papier, en passant d'une équation à une autre, avec le désespoir de t'éloigner de plus en plus de la lumière du jour et d'un paysage qui est le château de Ferrières, vu de la voie des chemins de fer de l'Est. De l'Est, dites-vous, de l'Est. Et donc, ce que j'ai trouvé, l'idée de base de ce roman, de cette arrivée de Desnos à Térésine, c'est, nous allons le voir tout à l'heure, on va peut-être pas en parler tout de suite, mais le camp de Térésine est un camp très à part. C'était plutôt une sorte de ghetto, on va dire, de camp qui a d'abord abrité tous les juifs de Bohême-Moravie, qui étaient obligés de se retrouver, de s'exiler à Térésine, qui avait été en 41 vidé de ses habitants, et par la suite de beaucoup de juifs d'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et d'Autriche. Et les Allemands les ont accueillis, on va dire, à Térésine de façon très très fallacieuse, en faisant croire qu'ils allaient édifier une colonie modèle, etc. Et vraiment, Térésine est un camp, je trouve qu'on n'en parle pas assez, qui a vraiment servi la propagande nazie, mais d'une façon cynique, pour faire croire à la face du monde, aux Alliés, en 43, 44, que Hitler s'occupait bien de ces juifs, entre guillemets, et leur avait offert une ville extraordinaire. Mais on en parlera plus tard. On y reviendra. Voilà. Simplement, peut-être pour contextualiser le propos sur ce petit numéro, sur ce numéro de Robert Desnos, eh bien, ces quelques phrases que nous avons mises en exergue de l'ouvrage, tout de même, s'habitue-t-on à n'être plus qu'un numéro ? Une petite boîte, une allumette, tiens, qu'on empile sur des milliers d'autres petites boîtes, qu'on aligne à côté de milliers d'autres allumettes.
numéro 185 443, mesdames et messieurs. Voilà. Et je veux juste rajouter que un fait qui est très marquant et qui ajoute un petit peu à la légende de Robert Desnos, c'est que quand il s'est éteint du typhus, alors il est arrivé à Térésine au moment de la libération du camp, donc au terme de cette marche de la mort, au moment de la libération du camp par les Russes. Mais lui ne va jamais rentrer en France puisqu'il y a une épidémie de typhus, il va y mourir. Et la chose qui est assez étonnante, c'est qu'il est mourant, peut-être 3 jours avant sa mort. Il y a un jeune Tchèque, jeune médecin, qui a été affecté au bâtiment 1 de la petite forteresse où les pestiférés sont regroupés. Et ce Joseph Stuna regarde la feuille de température, il voit un nom, voit Desnos, Robert. Il dit Desnos, Robert, mais c'est extraordinaire. Est-ce que ce serait le poète ? Il se fait conduire au chevet de Robert Desnos, et là, il y a une espèce de miracle extraordinaire qui se passe. Le numéro que tu as évoqué, Bruno, ouvre les yeux, quelqu'un se penche vers son visage et lui dit « Êtes-vous Robert Desnos ?» Il a un moment, il a oublié qu'il était Robert Desnos. Il a un moment de silence, d'absence, et enfin il a un sourire extraordinaire qui éclaire son visage. Il dit oui, c'est bien moi. Joseph Stuna était un fou des surréalistes, dont faisait partie justement Robert Desnos. Et il avait lu en tchèque Nadja de Breton, et il avait bien sûr vu la photo de Robert Desnos en plein sommeil hypnotique, une photo très connue qui avait été prise par Man Ray. Voilà. Et donc, à la fin de sa vie, quelques jours avant de mourir, Robert Desnos avait toute son identité qui lui est revenu un petit peu comme si il faisait lui-même sortir de la fosse de l'oubli des tas et des tas et des tas de numéros anonymes. Très émouvant. Merci beaucoup. Alors, Z 6399 tatoué sur le bras gauche de cette femme. Oui, c'est là aussi toute une histoire à raconter, une histoire bouleversante. Individuelle et collective à la fois. Individuelle et collective, effectivement un tatouage qu'on va voir sur absolument tous les portraits de Chaya. Je ne dirais pas qu'elle l'exhibe fièrement, en tout cas elle ne le cache pas, et c'est pas dépourvu de sens dans la mesure où Chaya Stoïka est rome, elle est tzigane, puisqu'on peut dire en France qu'elle est tzigane. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que ce Z au début de ce tatouage, vous le savez certainement, c'est pour Zigeuner. Pardonnez mon accent allemand puisque je ne suis absolument pas germanophone, mais en tout cas qui veut dire tzigane, qui est évidemment un terme que plus aucun Autrichien n'utilise à l'heure actuelle. Bien sûr, tout le monde va parler de Sinti ou de diverses autres familles, mais on ne parle plus jamais de Tzigane en allemand, vu la charge qui n'est pas tout à fait la même pour nous, même si on s'est brillamment illustré avec l'internement, et ce jusque très très tardivement nous concernant en France. Mais donc ce Z, c'est le Z de Zigeuner dont ont été parés, si je puis dire, les Roms qui ont été déportés. On le sait, et en même temps, ça a mis extrêmement longtemps à être reconnu dans les pays de l'Est, enfin dans les pays d'Europe centrale, dans les pays de l'Est. En France, n'en parlons pas, puisque je crois me souvenir que la reconnaissance de la responsabilité française dans l'internement des Roms, c'est 2008. Ou 2006, je ne vais pas dire de bêtises, c'est Hollande, voilà, qui se prononce, donc c'est extrêmement tardif. Il faut bien se souvenir que le Samudaripen, donc le génocide rome, a quand même exterminé 90% de la population rome en Europe de l'Est. C'est inimaginable. Et donc Chaya, sur les photos, porte je vous montre une autre photo, vous allez le voir encore une fois, donc porte ce tatouage. Elle ne le cache pas. En même temps, elle a toujours vécu avec, il a toujours été visible, et
Pourtant, jusqu'à 55 ans, comme un certain nombre d'autres Roms, comme tous les autres Roms d'ailleurs, quasiment, elle ne parle pas de cette expérience parce que ça ne se fait pas. On ne parle pas de cela dans la communauté Rome. D'abord, on ne parle pas de ça en général, mais a fortiori, on n'en parle pas au gadget. On garde cela par devers nous et on avance en dépit de tout. Ce tatouage, il lui est infligé le 31 mars 1943, ainsi qu'à toute sa famille, quand elle, sa mère et ceux qui les accompagnent sur le chemin de la déportation sont enregistrés à Auschwitz, qui est le premier séjour terrible pour Chaya, qui va ensuite connaître Ravensbrück et puis Bergen-Belsen. Voilà. Donc elle sera rescapée de ces 3 camps de la mort, Auschwitz, Ravensbrück et Bergen-Belsen. Témoignera beaucoup plus tard, mais ça on en reparlera ultérieurement. On peut dire qu'elle a été raflée avec toute sa famille à Vienne. Oui. Et que ce sont donc des Roms autrichiens. C'est ça, la famille de Lovara, autrichien, marchand de chevaux. Puis marchand de chevaux. Ouais. Chaya, elle, deviendra marchande de tapis en 59. Mais auparavant, c'est une grande famille de marchands de chevaux qui vivent en roulotte, pour le coup. Je précise parce que tous les Roms, vous le savez peut-être, tous les Tziganes ne sont pas nomades, et ce depuis très longtemps. Il y a des tas de familles qui sont sédentarisées, a fortiori en Autriche aussi, autour dans le Burgenland. Je voulais juste, pour revenir à ta question sur ce matricule, vous montrer cette œuvre qui est une œuvre de Karl Stoïka, le frère de Chaya, qui lui, vous le voyez en bas du tableau, signe carrément sa peinture de son matricule. Ce que ne fait absolument pas Chaya, qui, elle, on pourra en reparler, vous le distinguez peut-être en bas à droite, à l'endroit de la signature, une branche, vous la reverrez régulièrement sur les tableaux. Chaya, elle, signe d'une branche, un rameau, un arbre de vie, etc., etc. Mais donc voilà, Karl, lui, signait de son matricule sur absolument toute. C'est le petit marronnier dont les feuilles l'ont. Exactement, c'est la branche grâce à laquelle elle dit avoir survécu. À la fin, à Bergen-Belsen, elle se nourrit d'une branche qui lui délivre sa sève et elle en parle comme de la chose qui l'a fait survivre. Alors, on en parlait, ceci dit, entre nous à midi. Il est vrai que dans la culture rome, il y a en tout cas à l'époque, il y avait une vraie connaissance aussi des plantes et d'un certain nombre de choses qui ont certainement aidé beaucoup la famille de Chaya à survivre dans ces conditions-là. Ainsi que la force incroyable de sa mère Sidonie, la mère de Chaya, qui l'a véritablement portée et qui lui a donné la force et les conseils fort avisés pour pouvoir survivre dans ces conditions. Oui, vous avez compris que la rencontre de cet après-midi est vraiment consacrée à des personnalités exceptionnelles, par leur capacité de résilience et de résistance. C'est de cela dont nous allons parler, et nous allons parler aussi beaucoup d'espérance. En fait, parce que le message de l'un et de l'autre sont des messages de lumière et d'espérance. C'est très évident, notamment quand on lit la poésie de Chaya Stoïka. Pour, disons, accompagner ce premier temps d'intervention, Marie, j'ai envie de faire entendre un poème très simple, sur cette question de la terminologie que tu as évoquée, Rome et Tzigane, et puis ensuite nous entendrons peut-être, Isabelle, un poème de Chaya Stoïka que tu as choisi. Magnifique. Oui. Alors, nous allons vous les lire directement en français. Voici. Nous avons dit Rome pour Tzigane, au pluriel aussi. Non pas Roma, Rome, en accentuant le M. On devrait presque l'écrire avec 2 M. Mais tu peux dire sans crainte Tzigane. Je suis une Tzigane, et même une Tzigane bon teint. Pardon, je mets mes lunettes. Moi,
Chaya. Moi, Chaya, je dis qu'Auschwitz vit et respire aujourd'hui encore en moi. Je sens aujourd'hui encore la souffrance, chaque brin d'herbe, chaque fleur là-bas est l'âme d'un mort. J'ai vu, tout est là de nouveau, tout est proche de nouveau. Partout, on sent que les âmes vous accompagnent. On ne peut comprendre qu'il y eut des hommes qui aient pu édifier un lieu d'horreur pareil. Auschwitz a été bien pire que les guerres actuelles. Auschwitz et ses frères, aussi monstrueux où qu'ils soient et fussent, ils ont produit avec leur usine à gaz exterminatrice d'êtres humains, cendres, fumée, urne, feu, cendres, cendres dans l'urne. Qui est vraiment dans cette boîte? Est-ce mon père? Merci pour cette très belle lecture et pour ce texte extrêmement fort. Je voudrais que nous parlions de l'après, après le camp, parce que ces deux histoires, celle de Robert et celle de Chaya, évidemment, ont beaucoup de points communs, mais là, elles divergent radicalement. On va revenir sur les circonstances de la disparition de Robert Desnos et ce grand vide qu'il a laissé. Et puis on évoquera évidemment aussi le retour des camps de Chaya Stoïca et le silence dans lequel elle s'est enfermée et les raisons pour lesquelles ensuite elle a décidé de rompre ce silence. Mais peut-être d'abord Robert Desnos, Isabelle, parce que sa disparition est concomitante de la libération du camp. Il y a là une sorte de paradoxe. Alors oui, effectivement, tout est paradoxe, mais pas tant que ça, parce que Robert Desnos a toujours... il a toujours été... C'est un libertaire, c'est un rebelle sans parti, mais il a toujours défendu cette notion de liberté, surtout dans la poésie. Il se disait poète libre. Et à un moment de sa vie, il a conclu qu'effectivement le poète libre, c'était défendre l'idée de la liberté de l'homme. Et quand il arrive à Térésine, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive le jour de la libération du camp, et donc il va mourir en homme libre. Mais nous parlions justement tout à l'heure d'espérance, même s'il est mort là-bas. Il faut dire que Robert Desnos alors de découvrir cet être qui est tellement plein de lumière, d'optimisme ravageur. Il est étonnant quand on lit les témoignages de ses compagnons de camp. Il est toujours là à encourager tout le monde, à lire les lignes de la main de ses amis qui défaillent pour leur donner espoir. C'est un moteur d'espoir, d'espérance. Il est d'un amour de l'humain. Et toute sa vie et toute son œuvre, c'est être, par exemple, il aime trop l'humain pour ne pas être au-dessus de tout éclectisme. C'est un poète qui est le plus abouti dans sa recherche, la plus sophistiquée en poésie, et à la fois c'est un écrivain et un poète très populaire. Il aime l'homme, il aime l'humain, il aime le peuple, et il porte comme ça toute sa vie il est au-dessus de toute discrimination. Il rêve d'un monde. Son engagement. Il faut que quand on voit la photo de cet homme, quand vous m'avez montré cette photo pour la mettre en couverture, cet homme qui sourit, je me suis dit quelle belle photo. Elle a dû être prise sur la plage de Belle-Île où il devait être en vacances, fou d'amour pour Yuki. Pas du tout. Cet homme, c'est un pacifiste depuis qu'il est tout petit, puisque Robert Desnos est né en 1900. Donc, en 1914, il a 14 ans. La grande table, pardon, je suis la reine de la digression, mais vous allez voir, la grande table du déjeuner dominical,
tout le monde hurle contre les Boches, contre cette guerre, enfin oui, contre les Boches qui tuent les Français, et lui s'insurge, quitte à recevoir une gifle de la part de son père, et dit « Mais vous n'avez donc rien compris, ce ne sont pas les Boches qui tuent les Français, c'est la guerre. » Bon, il est pacifiste. Il est pacifiste une grande partie de sa vie. Mais à partir du moment où les choses se gâtent en 1936, il commence à s'engager, et au point d'être peut-être un des rares intellectuels. Il a fait la guerre en 1939. Il a été sergent fourrier, et à partir de là, il était rempli d'une espèce de presque d'enthousiasme. Cette photo, elle a été prise à son arrivée en 1939 au camp de je ne sais plus trop, où il était affecté en tant que sergent. Il est fou de bonheur. Il est en train de se réaliser. Il est dans un engagement et il est très très communicatif. Alors, je ne vais pas être si bavarde. Ce que je voulais dire, c'est que quand il arrive à Térésine, l'idée du livre, c'est qu'il... Bon, il faut que je vous explique. Térésine, ce camp donc de propagande qui est devenu une sorte de... qui a servi la propagande nazie. Hormis les Juifs de Bohême-Moravie qui étaient obligés d'aller à Térésine, les nazis ont envoyé à Térésine tous leurs prominentem, c'est-à-dire tous les gens de grande notoriété, les artistes, les scientifiques, de grands compositeurs de musique, des metteurs en scène, etc., etc. Bon. Toutes ces personnes qui étaient suffisamment connues pour poser un problème, effectivement, on se serait demandé où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Et Térésine aussi était un camp où on envoyait les personnes, les juifs qui avaient au-dessus de 60 ans ou 70 ans, qui étaient considérés comme assez âgés, et les médaillés de la Première Guerre. Donc, contrairement à d'autres, tout le système concentrationnaire nazi en général excluait toute pratique artistique. On sait qu'il y avait des tas de choses, des représentations de théâtre ou des choses qui se faisaient un petit peu sous le manteau, de façon clandestine. La musique, c'était évidemment quand les nazis demandaient à ce que certains musiciens juifs s'exécutent pour des raisons officielles et qui étaient vraiment très encadrées par les nazis. Mais une production artistique telle qu'il y a eu à Térésine, cela n'a jamais existé. C'était non seulement une Babel du désespoir, mais c'était une Babel de tous les arts. Et donc il y avait quand même quelque chose d'assez émouvant, l'idée de penser que Desnos effectivement n'a pas connu Térésine et cette effervescence artistique, puisque la plupart des Juifs de Térésine, c'était donc un camp de transit, avaient été envoyés à Auschwitz et étaient morts. Mais l'idée, c'était qu'au moins Desnos, en arrivant dans ce camp, puisse rencontrer un personnage fictif qui est un des derniers survivants des enfants de Térésine, qui a connu cette effervescence artistique, d'autant que les enfants de Térésine étaient très soignés par le Conseil des anciens juifs, qui s'était dit, voilà, les enfants, c'est spécial, si nous sortons indemnes de cette guerre, il faut que ces enfants puissent assurer la relève. Donc, il est très important de leur donner une éducation artistique. Et les enfants de Térésine ont fait des merveilles au point de vue artistique. Ces enfants ils s'étaient regroupés pour certains en une petite république qu'ils appelaient la République de Skid. Ils avaient même ils avaient concocté une sorte d'énorme magazine qui fait, on le connaît maintenant, ce magazine, on a trouvé les traces, 800 pages, qui s'appelait Vedem, et qui était bourré des gamins de 13 ans, d'articles, de poèmes, d'articles sur le fonctionnement du camp, de poèmes, de caricatures,
des tas de choses qui leur donnaient une sorte d'espoir dans la vie et surtout une envie de créer un monde nouveau et un monde où jamais plus il n'y aurait de discrimination, un monde de lumière où tous les frères humains se tiendraient par la main. Et de penser que Desnos est arrivé à Térésine, c'est pas une farce sinistre, et il y est mort, d'accord, mais c'est presque l'aboutissement d'une vie, c'est une apothéose. Il ne pouvait pas ne pas mourir à Térésine. Voilà. Merci Isabelle. Tes réponses sont comme des plans séquences, et ton écriture est merveilleusement cinématographique aussi. Merci pour toutes ces explications. Alors, ma question, en fait, à laquelle tu n'as pas du tout répondu, oui, pas du tout. Et après 45. Ouais. Et ce que l'on peut dire, c'est ce vide immense laissé par la disparition de ce poète qui aurait pu traverser tout le XXe siècle, hein, et illuminer de sa présence ce siècle de feu, d'acier et de sang qu'est le XXe siècle. Il disparaît en 45, laissant un vide immense, et ce vide, il est en partie comblé par la littérature. Est-ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de livres consacrés à Robert Desnos, des biographies remarquables, des études, de multiples éditions de sa poésie, mais pour l'heure, ton livre est véritablement le premier roman consacré à la fin de la vie de Robert Desnos. Oui, mais je trouve que le vide en question, je pense que Desnos n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle, à l'heure des communautarismes, à l'heure de toutes ces horreurs qui montent. Parce qu'il est très actuel, justement. Moi, je me posais la question, même dans son éclectisme, il a une sorte de boulimie de vie, mais c'est une boulimie qui se traduit bien sûr dans... Il a essayé toutes les écritures. C'était un merveilleux... il s'est intéressé au cinéma. Il était très boulimique de toutes les nouveautés d'entre les deux guerres. Alors, ça a été un grand journaliste. Il a fait de la radio, il a fait de la publicité. C'est quand même extraordinaire à l'époque, dans les années 30, d'entendre quelqu'un dire mais les publicités, c'est extraordinaire, c'est la poésie, c'est de la nouvelle poésie. Tant mieux si elle fait rugir le tiroir-caisse. Elle nous permet d'écrire d'autres choses, d'écrire d'autres vers. Et donc, il a cet éclectisme rayonnant et radieux. Non, il a écrit des romans. Il a écrit un merveilleux roman aussi, Le vin étiré, sur l'addiction à l'opium, à la drogue, qui doit être un livre référence, parce que il a un sens de la psychologie absolument étonnant. Mais le plus qu'on garde de l'œuvre de Desnos aussi, c'est le poète de l'éveil. C'est qu'on voit très très bien à quel point, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il avait été pacifiste, et on voit son engagement grossir et grandir, et il le dit quand il dit levez-vous, réveillez-vous, demain il sera trop tard. Il le dit avec des mots tellement simples. Mais on est ébranlé, on a envie de se lever. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un grand frère de... J'ai dit l'autre jour, c'est un grand frère de Patti Smith, par exemple, de toute cette génération de 68, mais c'est aussi un grand frère des rappeurs de banlieue, c'est un grand frère il est très actuel, je trouve. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en résonance avec ce que tu vas dire à propos de Chaya Stoïca. Non, mais je voulais simplement dire, il y a d'ailleurs des scènes assez extraordinaires dans ton livre de colère homérique, justement. Oui. Il est très double. C'est Robert la tendresse, mais c'est Robert la colère. Il a des colères classiques. Oui. Et puis des colères d'indignation, tel point qui sont très juvéniles aussi, avec quelque chose d'une révolte contre l'injustice, qui est réelle. Ah oui, c'est très, très attachant. Alors, l'après 45 pour cette petite fille qui a 12 ans. À la libération du camp de Bergen-Belsen. Donc on imagine ce qu'a été les 2 années pour cette petite fille de 10 ans
10, 11, 12 ans dans les camps de la mort. Et elle parvient on n'imagine à s'en pas, sortir. d'ailleurs. On imagine mal, il faut lire l'incroyable livre publié par les éditions Isabelle Sauvage, Je rêve que je vis, qui est un livre bouleversant sur ce témoignage de l'expérience concentrationnaire. Même lorsqu'on a lu beaucoup de textes sur le sujet, on est vraiment happé par la force de cette écriture et par la force de ce témoignage qui l'amène vraiment aux limites du possible et de l'imaginable dans la manière dont elle a réussi à survivre, mais aussi qui porte une lumière, une espérance, et elle ressort de ces camps de la mort sans haine pour le peuple allemand. C'est ça qui est vraiment tout à fait extraordinaire. J'en perds mes mots. C'est stupéfiant en fait ce livre, puisque effectivement on touche à l'abomination la plus absolue. Il y a des pages qui sont vraiment insoutenables sur des scènes de cannibalisme, etc. Voilà, qu'on ne racontera pas, qui mais sont très très dures. Et en même temps, il y a, comme tu viens de le dire, il y a un humour féroce chez Chaya, des scènes incroyable où elle raconte qu'avec le Burly, qui est son petit copain, son petit camarade de jeu, il se moque des cadavres édentés, dont les chairs fendues créent des sourires effrayants. Voilà, et donc il y a ces pages-là, de même que d'ailleurs dans le livre que tu édites, il y a un poème incroyable sur Hitler. À un moment donné, qui est incroyable parce qu'il est presque tendre, en fait. Il y a quelque chose de féroce et de tendre à la fois. C'est très étonnant. Dans Je rêve que je vis, Chaya dit très clairement, et elle le dit à plein d'autres endroits, qu'elle n'a aucune... que pour elle, les nazis sont humains, après tout. Elle fait preuve de compassion à de très nombreuses reprises. C'est très déstabilisant. Oui, c'est tout à fait déstabilisant parce qu'après cette traversée de l'horreur, eh bien, à un moment donné, elle raconte dans les dernières pages de ce livre qu'un officier américain lui dit, ben voilà, prends une arme et venge-toi sur cet officier, sur ce SS qui a failli casser la main de sa mère. Voilà, qui a violenté ta maman, etc. Là, tu peux te venger, tu peux le frapper, tu peux même le tuer si tu veux. Et la petite fille dit mais pourquoi Pourquoi aggraver les choses? Elle a une conscience aiguë du mal universel et de la part qu'elle pourrait y prendre. Donc elle refuse cela et elle termine son propos justement par des paroles de compassion, pratiquement d'empathie. Elle est vraiment... traversée par une immense empathie pour l'humaine condition. Ça, c'est vraiment bouleversant. Et on retrouve cela dans sa poésie. Et dans sa peinture, on va en parler dans un instant. Voilà. Mais alors, l'après, donc... Elle rentre, le camp, elles sont libérées. Elle rentre à pied avec sa mère, à pied de Bergen-Belsen jusqu'à Vienne. Donc c'est un voyage de plus de 3 mois, presque 4. Avec des disparitions d'ailleurs dans le petit groupe. Et notamment d'ailleurs aussi qui va mourir du typhus. D'ailleurs, je vous montrerai une peinture, mais excusez-moi, Bergen-Belsen a été incendié justement pour enrayer l'épidémie de typhus qui faisait rage. Et d'ailleurs, parce que ça fait partie de l'après, Chaya raconte aussi à la Libération tous ceux qui meurent de trop bien manger quand les Anglais donnent des conserves. Enfin, c'est terrible. Voilà. Bon. Donc sa mère et elle rentrent à Vienne, où elles vont mettre énormément de temps à retrouver les autres membres de la famille, puisque tout ce beau monde, évidemment, est relogé très difficilement. En plus, relogé dans des appartements de nazis. Qui soi-disant ne reviendront pas et puis qui finalement vont revenir et puis vont être réinstallés là. Donc Chaya, comme un certain nombre d'autres Roms, vont être chassés des appartements où ils avaient trouvé enfin un endroit où se poser, se reposer.
Voilà, donc la situation de ce problème du logement pour les Roms autrichiens a perduré pendant extrêmement longtemps. Hein. Oui. Je pense que jusque dans les années 70, c'est assez dramatique. Donc Chaya et sa famille reprennent un peu la route et la roulotte pendant quelques années. Chaya a 3 enfants dans les années... Très jeune. Oui, tout de suite après la guerre, en fait, dans les années 50. Et elle s'enferme dans le silence. Alors, elle s'enferme dans le silence, encore une fois, comme toute sa communauté. Oui. Elle obtient un permis de vendeuse de tapis. Donc, elle vend des tapis sur les marchés. Elle se teint en blonde parce que c'est bien plus facile pour vendre des tapis au gadget. Je suis une tzigane bon teint. Ouais, on comprend exactement. Le sens de cette phrase. C'est ça qu'il faut comprendre, voilà, bien sûr. Puisque le racisme, lui, est toujours là et la difficulté à être Rome en Autriche est réelle et ça va aller en s'amplifiant, hein, puisqu'on est comme ça, hein, à des moments où il y a à la fois une culpabilité énorme, un mouvement où petit à petit et des avocats et des associations, on s'organise peu à peu pour que soit reconnu le génocide, qu'il y ait des indemnités qui soient versées. Mais là, on est déjà dans les années 70, c'est-à-dire que tout ça met un temps infini. Et en même temps, en parallèle, c'est la remontée rapide des nationalismes. Et c'est vrai que donc Chaya, comme toute sa communauté, ne parle pas pendant des années. Ses enfants, d'ailleurs, diront même qu'ils ne savaient pas ce qu'elle avait vécu. Ils vont le découvrir quand elle va se mettre à peindre et à écrire, donc au milieu des années 80. Donc elle a 50 ans. Elle a 55 ans. C'est-à-dire que pendant plus de 50 ans, cette femme va accepter la loi du silence, mais pire que cela, la loi de l'oubli que lui dicte la culture rome. Ouais. Et pour pouvoir prendre la parole, et on verra de quelle façon dans un instant, il lui faudra vraiment enfreindre cette loi et même peut-être se mettre à dos une partie de sa communauté. Hein. Complètement. Mais il y a une injonction de silence qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et moi qui suis allé dans la famille voir ses enfants à 50 km de Vienne, je peux vous dire que pour eux c'est une démarche, la publication d'un livre, cette exposition, ce n'est pas rien. Ils sont très étonnés que l'on puisse aller jusque-là dans la reconnaissance de cette parole d'une minorité victime de la Shoah. C'est très étonnant. Il y a effectivement très peu de témoignages, très peu. Et les rares témoignages ou gestes d'écriture qui existent chez les Roms, c'est étrangement des témoignages de femmes. Oui. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Papoucha, en Pologne, grande poétesse rome, et elle a été mise au banc de sa famille. Absolument. Donc c'est quelque chose de briser la loi du silence. Alors Chaya se met à lire. Je voulais juste vous montrer cette incroyable femme après la guerre, cette force, cette femme extrêmement belle, insolente, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y a, parce que c'était un peu ta question, il y a plein de raisons qui sont des raisons à la fois sociétales et puis des raisons personnelles, je pense, qui ont amené Chaya à témoigner. Il y a, donc je le disais, à la fois dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même cette histoire où le président de la République autrichienne voit son passé nazi ressurgir. C'est en 95, il y a cet attentat il y a 4 Roms qui perdent la vie à Oberwart. Dans un attentat soigneusement préparé, donc où en fait quelqu'un a mis une pancarte avec marqué Rome retourné en Inde ou quelque chose d'extrêmement intelligent du style, sauf que le piquet de la pancarte est piégé et que donc ces quatre tziganes vont être soufflés par la bombe. Voilà, on est dans ce contexte-là donc où la crainte, voire tout simplement le nazisme ressurgir. Et en même temps une non-reconnaissance du génocide rome, qui n'est en fait ni étudié, ni reconnu par les autorités. Ça va l'être
extrêmement tardivement. Et en même temps, des associations qui se montent. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de politique qui se joue. Par ailleurs, on pense que c'est un élément biographique important. Chaya a 3 enfants, 2 garçons et une fille, Oida, Sylvia et Yano. Et Yano, son fils musicien, se tue à 24 ans. En 79, il fait une overdose. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la fêlure ultime à avoir tout traversé, résisté à tout, survécu à tout, et ne pas avoir réussi à un moment donné à maintenir son fils en vie. Voilà. Et puis, il y a quand même en 86 une rencontre, qui est la rencontre avec la documentariste Karin Berger. Il faut vraiment citer son nom. Cette documentariste, Karin Berger, que fait-elle dans cette histoire? Quel est son rôle? Il est majeur, parce que c'est elle qui va vraiment permettre à Chaya Stoica de prendre la parole, doublement par la peinture et par l'écriture. Mais sur quoi travaille-t-elle, Karin Berger? Elle travaille sur... Alors, j'essaie... Désolée, je me bats avec le PowerPoint en même temps. Voilà, plein écran. Alors en fait, au milieu des années 80, Karin Berger est une jeune chercheuse. Elle est documentariste aussi plus tard. À l'époque, elle cherche des gens qui pourraient témoigner des femmes surtout, sur le génocide. Voilà. Rome, et évidemment elle ne trouve personne. C'est extrêmement compliqué, personne ne veut témoigner. D'ailleurs Baumgarten aussi dit la même chose sur la grande difficulté pour les historiens de cette question de trouver des témoignages. Voilà, donc Karin Berger entend parler d'une certaine, ce que je racontais à Isabelle et Bruno tout à l'heure, entend parler d'une certaine Cathy qui accepterait de témoigner. Cathy qui est une petite gloire locale, une voyante, coach personnel, qui est la veuve d'un riche américain, enfin voilà, qui est une espèce de personnage comme ça. Et Karin Berger, quand elle la rencontre avec sa sœur, qui est Chaya. La fameuse Cathy ne livrera pas grand-chose, ne parviendra pas à livrer grand-chose, mais par contre Chaya, elle, se livrera étonnamment à cette femme qui vient les interviewer. Elles vont se revoir plusieurs fois et puis un jour Chaya va lui dire « j'ai griffonné quelque chose ». Voilà. Et petit à petit, en fait, Karin Berger va être le catalyseur de l'œuvre de Chaya, la personne qui va accompagner la mise au jour, finalement, des textes, peut-être même leur arrangement, ou en tout cas leur très probablement. Voilà. Ce qu'on peut dire, au fond, c'est que d'un seul coup... la montagne silencieuse devient un volcan dont l'explosion est absolument incroyable. Et là, elle a 55 ans, elle est décédée en 2013, Chaya Stoica, et aujourd'hui, on découvre une œuvre qui compte 1500 tableaux. Oui. Vous imaginez, 1500 tableaux. C'est absolument, et des petits formats, mais aussi de grands formats. De très grands formats, énormément d'écrits. Voilà, et des écrits par dizaines ou par centaines, très très difficiles à inventorier, puisque en réalité, ce sont au départ de gros cahiers. De gros cahiers qu'elle achète comme des cahiers scolaires, des cahiers à spirale qu'elle remplit. Et dans ces cahiers, eh bien, il y a à la fois l'apprentissage de la langue allemande, car sa langue, c'est le romanès, mais elle vit en Autriche, elle parle l'allemand, mais ne l'écrit pas, donc elle doit apprendre l'orthographe de la langue allemande. Et ces listes de mots, peu à peu, deviennent matière à penser, réflexion personnelle, témoignage sur l'histoire vécue et le sens de l'histoire en marche, notes journalières et poèmes. Je voudrais vous lire un poème, vous voyez, qui se présente sous la forme d'une liste de mots, et le sens surgit comme par magie de cette liste qui pourrait paraître anodine. Et d'ailleurs, dans ces carnets, il y avait à gauche le mot en romanès et à droite le mot en langue allemande. Le bois,
le trèfle, la chaussure, le tablier, le pain, la tempête, les pleurs, le piétinement, la femme, l'homme, l'enfant, l'oiseau, le cheval, le cochon, la rivière noire, la résine, la croix, la chambre, la poupée, le berceau. Il court, il coule, il brûle, et tout passe. C'est formidable parce que c'est une matière pratiquement à l'état brut de la poésie. Une simple liste de mots, comme cela, dans cette verticalité, les mots sont les uns en dessous des autres, un déterminant, le nom propre, mais en même temps, le sens émerge de cette liste, qui, encore une fois, est une liste d'apprentissage de la langue allemande. Mais le sens émerge et avec une force que l'on perçoit. Hein. Lorsqu'on entend la série, la femme, l'homme, l'enfant, le berceau, la poupée, puis ces trois derniers vers, il passe, tout coule, tout oui, passe. Il court, il coule, il brûle et tout passe, qui vient comme cela marquer la fin de la série. On est pris par une émotion très grande, bien sûr. Donc il y a cette matière vraiment brute, dont il a été difficile d'ailleurs d'extraire des poèmes. Il faut rendre grâce aux éditeurs autrichiens qui ont commencé à amorcer ce travail il y a une vingtaine d'années, qui ont vraiment été les pionniers en la matière, et puis surtout aussi disons des galeristes, des gens qui ont exposé les tableaux de Chaya Stoïca de son vivant et qui parfois ont eu l'idée d'accompagner ces tableaux de fragments poétiques. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que assez vite, dans les années 90, Chaya Stoïca est reconnue en Autriche et elle va très vite devenir, du fait aussi d'être une femme et une femme rome, elle devient un symbole, elle devient la première femme rome à témoigner et va avoir comme ça un surplus médiatique. Elle va vraiment, et puis elle va s'en servir aussi pour justement pour lutter contre l'oubli, contre cette menace des nationalismes qui remonte. Donc elle va beaucoup témoigner et en retour son œuvre va quand même être à la fois prise en charge, diffusée. Elle va recevoir un certain nombre de distinctions, notamment le prix du livre historique en 93, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, il y a quand même une forme de reconnaissance. Oui, alors ces témoignages, elle va aller même dans les écoles, dans les collèges, et elle va le faire avec sa belle-fille Nuna, que j'ai rencontrée, que nous allons voir dans les semaines à venir, puisqu'elle sera là pour le vernissage à la Maison Rouge le 22 février, et puis le lendemain soir, le 23 février, pour une soirée que nous organisons. Mais sa belle-fille va jouer un rôle majeur. Mais oui. Alors que ses enfants, eux, sont un peu à distance. Cette histoire n'est pas la leur. Comme elle ne leur a jamais raconté ce qu'elle a vécu dans l'enfance, eh bien, ils ont du mal à réaliser aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Belle transition, parce que j'allais justement dire, il faut peut-être rappeler quelque chose qui est un détail, et qui est un détail de taille, qui est que Chaya Stoïca était quand même quasi analphabète. En tout cas, elle a très peu été à l'école, même si avant la déportation, quand ils sont petits, et en dépit des lois nazies qui s'appliquent déjà du fait de l'Anschluss, les enfants Stoïca vont en cachette à l'école, parce que les parents tiennent à ce qu'ils aillent à l'école. Néanmoins, donc Chaya était quasi analphabète, et le lien avec Nuna, puisqu'il est là, c'est que aussi Nuna a beaucoup accompagné Chaya dans les lectures publiques, puisque Chaya ne pouvait pas lire ses propres textes. Donc c'est Nuna qui faisait la lecture bien souvent. Elle raconte que Chaya faisait toujours semblant qu'elle était très fatiguée d'un seul coup, et elle donnait ses livres à Nuna, qui du coup lisait pour elle.
Et autre précision, vous en doutez et en même temps il faut le redire, on est dans une tradition orale. Donc le lien à l'écrit, à la graphie est très particulier. Et d'ailleurs, je veux pas plaquer d'interprétation, mais c'est quand même assez stupéfiant de voir cette importance que vous verrez dans les tableaux de la graphie, justement, du texte, mais aussi de la graphie. Quand on a sous les yeux des photos avec ce tatouage, voilà, il y a quand même quelque chose. J'irai pas plus loin parce qu'il ne faut pas non plus forcer l'interprétation, mais c'est assez stupéfiant. Voilà. Dans la famille, dans ce petit appartement d'un HLM très dégradé de la banlieue de Vienne où vivent ces enfants, même le balcon est peint, même la rambarde du balcon est peinte. Voilà, donc vraiment, elle a peint l'espace de vie complètement. Est-ce qu'elle a habité dans l'appartement? Oui, il y a vécu à la fin de sa vie. Et peut-être pour justifier cet engagement et cette rupture du silence qui était le sien à la fin de sa vie, cette phrase qu'elle écrit: si le monde ne change pas maintenant, si le monde n'ouvre pas ses portes et ses fenêtres, s'il ne construit pas la paix, une paix véritable, de sorte que mes arrière-petits-enfants aient une chance de vivre dans ce monde, alors je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai survécu à Auschwitz, Bergen-Belsen et Ravensbrück. Voilà. Là, je crois que c'est vraiment une justification très très forte. Et d'une certaine manière, ça va nous ramener à Robert Desnos et au troisième volet de notre intervention, parce que je voudrais l'une et l'autre que vous nous parliez maintenant de l'enfance et de l'enfant. Parce que Robert Desnos aurait pu rencontrer, il a peut-être rencontré Chaya Stoïka, toute petite fille à Auschwitz. Ouais. Hein ? On aurait pu imaginer même que dans ta fiction, dans ton roman, tu tisses quelque chose. En tout cas, tu le fais avec un autre enfant, Léo Radek, un petit Tchèque. Il est tellement vrai que partout on te demande, après les émissions que tu as pu faire, etc., ou les lectures que tu as déjà faites de ton roman, mais comment avez-vous découvert ce jeune garçon juif, Léo Radek, survivant des camps? C'est un peu un double de Desnos, oui. En fait. C'est là où on se pose le thème de la transmission. On peut imaginer, parce que c'est vrai que quand on lit la vie de Desnos, on se dit, lui qui aujourd'hui, bien souvent, ce qui reste de ses poèmes, c'est souvent ce qu'on en lit, ce qu'on en apprend aux élèves de primaire. Les poèmes qu'il avait écrits pour les enfants de ses amis. Alors que son œuvre est énorme, mais c'est vrai qu'il avait d'ailleurs prédit. Il avait dit, je serai sans doute que peut-être ce qui restera de mon œuvre, pas grand-chose, il ne faut pas se faire d'illusions, mais sans doute quelques poèmes pour enfants. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu d'enfants. Par exemple, une fourmi de 18 mètres, c'est ça, tu fais allusion à ces chante-fleurs et chante-fables. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas d'enfant, donc. Mais alors très vite dans ton roman apparaît donc ce jeune. Oui, cette relation, juif. Voilà, avec ce jeune Tchèque. Il y a très peu de survivants enfants des résines. Mais ce jeune Tchèque, oui, je l'ai imaginé médium, un petit peu comme Desnos. C'est magnifique cette phrase que tu as lue, une des phrases de Chaya, parce que c'est exactement ce que je me disais en écrivant le livre par rapport aux enfants de Thérésine. Oui. Alors, j'avais juste envie de vous lire. Je vous lis deux choses assez rapidement. Un poème qui n'est pas de Desnos, mais j'y tiens. C'est un poème de Hanus Haschenburg, jeune Tchèque, mort à l'âge de 13 ans. Écoutez ce poème. Donc, il avait publié dans ce journal clandestin Vedem, le journal des enfants. À quoi bon pour l'humanité la beauté de la science? À quoi bon la beauté des jolies filles qui passent? À quoi bon un monde au droit inexistant? À quoi bon le soleil quand sais-tu le jour mourant? À quoi bon Dieu? N'existe-t-il que pour punir?
ou afin que l'humanité se porte mieux? À moins que nous ne soyons qu'animaux destinés en vain à souffrir et sous le joug de nos émotions à simplement pourrir. À quoi bon la vie quand la vie n'est que souffrance? Pourquoi mon monde est-il entouré de murs? Sache, mon fils, que tout cela n'existe que pour que tu te battes et que tu imposes ta raison. Bon, je l'ai mal lu, mais je trouve qu'il est écrit par un enfant de 13 ans qui est effectivement entouré de murs, les fameux murs de Térésine, et cette espèce de sagesse de terminer ce poème assez désespéré en disant « Sache, mon fils, que tout cela n'existe que pour que tu te battes et que tu imposes ta raison », c'est magnifique comme incitation à l'engagement. Je vous lis juste un petit passage sur les enfants. C'est curieux, on se demande toujours si nous, les enfants de Térésine, étions conscients de ce qui nous attendait, si les adultes nous protégeaient. Térésine, je l'ai déjà raconté, n'était qu'une des étapes provisoires avant le grand voyage vers les fours crématoires. Une de ces nombreuses antichambres de la mort, désignées bien en amont par le Reich dans son plan de solution finale. Or, si dans la Grande du Prix orchestrée par les nazis, nous étions tous censés l'ignorer, des bruits couraient dans le ghetto, même infimes, ne serait-ce que pour une seule raison. Sous l'ordre perfide de l'occupant, c'était au conseil de la communauté juive qu'incombait la tâche de choisir les noms des victimes en partance et d'établir les listes redoutées. Et quand bien même aucune information n'aurait filtré, comment nier la part d'intuition qui vous prenait à la gorge devant les exécutions de masse et les cercueils entassés dont les Allemands récupéraient les cadres afin de les réutiliser. Or pour nous, gamins, la meilleure façon de nourrir un espoir, aussi exsangue fût-il, était encore de nous démener pour rester en état de veille, comme tu disais, il s'adresse à Desnos. Et c'est à Heldenstein, le chef du conseil des anciens en charge de l'administration du ghetto, que nous le devions. Dire que cet homme hors du commun avait réussi à convaincre ses pairs de parier avant tout sur l'avenir de notre jeunesse, dont il portait la responsabilité. De persuader notre petite communauté de tout faire pour adoucir notre condition de vie en nous épargnant, pour commencer, les privations qu'eux-mêmes subissaient et surtout en nous offrant les moyens d'une éducation sans relâche afin de préparer la relève du futur. Mais quel futur? C'est ainsi... Alors... c'est ainsi que le pavillon L417 fut aménagé rien que pour les enfants de Térésine. Divisés en 10 Heim, avec leur propre classe et leurs tuteurs, comme, nos madrichen, comme on disait. On y dormait. On y était nourris, on y étudiait à l'écart de nos familles qui, elles, s'entassaient dans des greniers surpeuplés. Naturellement, le Heim 1, supervisé par Heisinger, notre professeur adoré, était le plus prisé. Nous nous considérions comme l'élite du pavillon. Et voilà comment est née notre petite république de Skid. À cette évocation, je me souviens que ton œil a frisé. Une république, mais l'idée t'enchantait, cela te ressemblait tellement. Mais d'où venait son nom? Tu voulais tout savoir. Le titre du roman russe qui se passait dans un orphelinat, qui nous en avait inspiré l'acronyme, la couleur de notre drapeau, les fondements de sa convention, etc. Et moi j'ai dit, les Allemands voulaient nous détruire physiquement et mentalement en nous arrachant à notre chez nous, à nos racines, à notre culture, en tuant notre joie de vivre et en nous isolant de la société. Eh bien, ils n'y réussiraient jamais. Nous, le Heim 1, une poignée de gamins à la volonté de faire, portés par le désir fou de changer le monde, nous allions créer une nouvelle société fondée sur l'amour du prochain et la solidarité, dans le mépris total de toute discrimination raciale, religieuse ou nationale, en réaction à la fatalité. Voilà qu'à l'aide de mots tranchants comme des lames de rasoir, ou doux comme la mélancolie du soir, au moyen d'un bout de craie ou de fusain, nous déversions nos tripes et nos coups de cafard, nous aiguisions notre regard, nous transformions notre dégoût en humour noir, et surtout, nous avions un but. Car si la peur tapie au fond des cœurs nous empêchait de songer à notre propre destin,
C'était au moins à l'avenir de nos frères humains que nous pensions. Et tout en affûtant notre détermination pour fonder un monde meilleur, nous parvenions, malgré l'horreur et l'épuisement, à garder tout au fond de nous un peu de poudre d'espoir et à chasser nos visions. Voilà, en gros. Merci Isabelle pour cette lecture. Je voudrais simplement ajouter que ce livre, ce roman, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, nous fait avancer progressivement vers une incandescence qui est de plus en plus forte, à mesure que l'on entre dans cette histoire. À la fin, moi je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois pour préparer cette édition, mais j'étais pris par cette brûlure qui nous gagne peu à peu. Et puis dire aussi que ce roman permet de revisiter plusieurs Robert Desnos, pas simplement le Robert Desnos de Thérésine. Il y a le Robert Desnos libertaire, le Robert Desnos amoureux, le Robert Desnos surréaliste, le compagnon de route des peintres, etc. Tout cela par le pouvoir de l'imagination créatrice du poète, enfermé à Thérésine, et de l'imagination libératrice. Voilà. Et alors, ce bilan qu'on fait avant de partir. Exactement. Alors, l'enfance. On va terminer justement sur cette peinture et cette écriture à hauteur d'enfance que Chaya Stoïca nous a livrée. Parce que ce sont vraiment, on va regarder tout à l'heure quelques tableaux, mais ce sont vraiment, quand je dis à hauteur d'enfance, on a même parfois l'impression que le visage de l'enfant est pratiquement sous la ligne des barbelés. Alors j'essaie de vous en trouver un tout de suite pour qu'on en ait un sous les yeux, quitte à revenir. Voilà, un bon exemple de ce regard à hauteur d'enfant, à hauteur de botte, de SS devenue monstrueuse, hors d'échelle. Voilà. Effectivement. De même qu'il y a chez Chaya une certaine naïveté dans le style, sur lequel il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Donc oui, il y a effectivement cet humour qui est aussi ce qu'elle appelle, alors je sais comment on appelle ça, l'humour viennois, le non, ah mince. Je suis désolée. J'ai mal préparé, mais voilà. Chaya parle de cet humour très particulier. Donc il y a du jeu. Il y a cette réinvention aussi propre à l'enfance, où un charnier devient un endroit où se lever et avoir chaud. C'est quelque chose dont Chaya parle, aussi le rôle des morts qui sont des compagnons, mais qui sont aussi des couvertures, qui sont aussi ce qui empêche de lutter contre le froid mordant. Donc il y a ce regard à hauteur d'enfant, c'est vrai. Après, moi je le lis aussi, mais de même, c'est comme ça que j'ai ressenti ton livre. Il y a cette omniprésence de l'enfance, mais elle est aussi prise dans une sorte de vortex, ou en tout cas, j'ai un peu dévoré ton livre et du coup, j'ai été prise aussi dans le rythme et dans cette danse en fait où à certains moments on ne sait plus qui parle, on ne sait plus si on est sous opium comme Yvonne, si on est un enfant de Thérésine, voilà, il y a finalement ça devient une sorte de maelstrom où le terrible et le sublime se mélangent, et il y a surtout ça en fait chez Chaya. Peut-être plus que cette naïveté sur laquelle dont on a beaucoup parlé, et l'humour. Oui, ça vraiment, c'est humour terrible. Alors je peux vous montrer quelques. Moi, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Alors c'est très ça va être rapide et frustrant. C'était compliqué en même temps de ne choisir que quelques images, dans la mesure où, comme tu le disais, c'est une œuvre pléthorique. On peut dire que combien 150
à la Maison Rouge, toiles seront exposées à la Maison Rouge. Et que c'est la première très grande exposition en France. C'est la deuxième exposition en France. Mais elle n'était pas aussi importante. Elle n'était pas aussi importante, même si elle était déjà à l'initiative de Xavier Marchand, qui est donc metteur en scène, et par qui le projet est arrivé. Donc la première, c'était au printemps 2017, à la friche de la Belle de Mai à Marseille. Parce que Xavier Marchand donc, est metteur en scène à Marseille, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la littérature des communautés qui résident à Marseille. Littérature vietnamienne, donc comorienne, et puis Rome. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il est arrivé à Chaya Stoïka, comme ça, et puis avec aussi Germaine Tillion, sur laquelle il travaillait à l'époque. On pourra en reparler éventuellement. Donc très rapidement, j'ai choisi quelques peintures pour vous, parce qu'il me paraissait important de parler de peinture aussi, mais vraiment de traitement pictural. Parce que ce qui est étonnant aussi chez Chaya Stoïka, c'est qu'on n'est pas face à elle a beau être autodidacte, elle n'avait jamais peint avant, de même qu'elle n'avait jamais écrit, on l'a dit, elle peint dans sa cuisine, elle peint debout. Dans les reportages de Karen Berger, on la voit comme ça, peindre au doigt, parce que l'expression prime sur le métier, debout dans la cuisine, qui est cet espace où elle est sûre de ne pas être dérangée, quelque part. Et en même temps, en dépit de tout cela, il y a vraiment chez Chaya quelque chose d'un style qui se dégage très fortement et qui fait qu'on est vraiment face à un œuvre, au sens d'un œuvre clos. Donc je commence avec par exemple cette peinture qui sera dans l'exposition, mais je peux en parler au présent, puisque à la Maison Rouge, ça y est, on est largement dans le montage de cette expo qui ouvre bientôt. Mais par exemple, avant d'arriver dans un parcours qui va être un parcours qui va finalement retracer la vie de Chaya, puisque ce qui caractérise l'œuvre de Chaya, c'est de décrire l'avant, avant la déportation, les différents séjours dans les camps, et puis l'après. Sauf que Chaya a peint entre, donc on le disait, la fin des années 80 et 2013, sur toutes ces périodes de manière non chronologique, revenant sur certains épisodes à plusieurs reprises, comme 10 ans après. Voilà. Et c'est vrai que c'est très prégnant, et c'est pour ça que je parlais de ce que j'avais ressenti en lisant ton livre, c'est que du coup, même si la plupart des exégètes parlent quand même vraiment de cet avant, des camps, l'après, en fait, il y a de la menace sourde quand elle peint l'avant, et il y a de l'espoir dans les camps, et vous allez le voir, c'est très étonnant comme tout cela cohabite dans une reconstruction. Chaya partitionne son travail en 2 séries. Là aussi, ça me semble pas aussi évident que ça. Il y a ce qu'elle appelle les œuvres claires, qui sont les œuvres picturales, donc plutôt colorées, et ce qu'elle appelle les œuvres sombres, qui sont plutôt des encres sur papier, dont le trait est effectivement plus incisif et plus expressionniste. Mais là aussi, c'est difficile de faire une telle partition dans son travail. Et donc là, pourquoi commencer par cette œuvre, par exemple, qui sera donc hors du parcours chronologique que va essayer, chronologique, je veux dire biographique plus exactement, puisqu'il n'y a pas de chronologie dans les œuvres. Dachau, camp de concentration, c'est là en fait où son père, Vacar, va être déporté avant que Sidonie et ses enfants, eux, le soient. Et c'est ce qui va faire que toute la famille Stoïka, avant d'être déportée, va vivre dans la clandestinité une période de traque. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, vous êtes vraiment... Et c'est ce qui montre que l'intérêt de l'œuvre de Chaya n'est pas celui du témoignage, puisque là, vous êtes face à une œuvre qui ne témoigne de rien, puisqu'elle n'est pas allée à Dachau. C'est Vacar, c'est son père qui y était. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là vous voyez déjà tout ce qui fait l'art de Chaya, c'est qu'on est face à une image qui est quasi abstraite,
extrêmement composé, qui est quelque chose qu'on va retrouver partout. Vous allez le voir, hein, cette manière de composer par bandes rectangulaires, donc qui tend à la fois vers l'abstraction, puis qui est aussi une chose que vous allez retrouver très souvent, qui est d'être soit un point de vue, alors à hauteur d'enfant, soit un point de vue surplombant, qui est celui vu du ciel, de l'évadé, de l'échappé. Il y a aussi beaucoup de choses que l'on voit de l'extérieur, comme ici, de l'autre côté des barbelés. Le point de vue de l'évadé est omniprésent dans l'œuvre de Chaya aussi, qui est très... Alors, selon les œuvres, vous allez dans voir... l'œuvre des enfants de Thérésine, l'œuvre picturale. Mais ce qui est très troublant dans ce point de vue, c'est qu'à la fois, il est celui de l'évadé, et puis, à d'autres moments, il va être celui aussi du chasseur. Par exemple... Alors, donc ça, je voulais juste vous montrer une seule image de Karl, son frère, enfin, d'une peinture de Karl. C'est Dachau aussi, enfin non, d'ailleurs c'est pas Dachau, mais c'est La mort du père, Vacar. Donc vous voyez quand même la différence de traitement entre les deux artistes. Alors, ouais, bien sûr, on va. Alors voilà. Quand on roulait avant la déportation, donc la vie de ces Lovara en roulotte qui vont transformer leur roulotte en petite maison viennoise au moment de l'Anschluss et avant la traque. Donc le père est arrêté, déporté, et s'ensuit une période extrêmement longue où Sidonie et ses enfants vivent cachés dans des parcs à Vienne et dans d'autres endroits. Là, vous voyez un peu cette manière effectivement assez naïve qui est très belle. Et là déjà, vous voyez, cette menace qui pointe, ce point de vue qui est très typique des œuvres de Chaya. Alors le tournesol qu'on retrouve partout hein, dans l'œuvre de Chaya, c'est la fleur. Je vais peut-être lire simplement quelques vers pour illustrer cela. Le tournesol est la fleur du rhum, elle le nourrit, elle est la vie. Et les femmes se parent de lui. Il a la couleur du soleil. Enfant, au printemps, nous avons mangé ses feuilles, jaunes, délicates, et à l'automne, ses pépins. Il était important pour le rhum, plus important que la rose, parce que la rose nous fait pleurer. Le tournesol, lui, nous fait rire. Voilà. Donc, peinture parfois naïve, écriture naïve aussi. Oui, il y a vraiment mais vraiment en lien avec la vie et ce sens de l'espérance. Et en même temps, voilà, enfin, pour moi, ce point de vue, il est à la fois une mise à distance très forte, il est aussi le point de vue de quelqu'un caché dans les tournesols. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut échapper à la traque, ou est-ce que c'est le point de vue de celui qui traque ? On ne sait pas. Enfin, d'entrée de jeu, il y a cette ambiguïté très forte, et puis il y a ce ciel. Et puis, ces corbeaux. Hein, là, alors, je ne sais pas si vous les voyez, exactement. Mais il y a quand même tous ces corbeaux à l'horizon. Les corbeaux qu'on va retrouver partout. Voilà, aussi. On les retrouve partout. Hein. Ah, oui. Corbeaux qui sont en fait les morts qui volettent autour de Chaya. Il y a plusieurs passages qui sont très beaux sur les morts. Je vous parlais du point de vue. Surplombant qu'on va retrouver à plein d'endroits. Je peux vous lire juste un passage. Alors moi, je suis une piètre lectrice, donc vous m'excuserez. Donc c'est un passage de « Je rêve que je vis » où Chaya écrit « De temps en temps, je courais un bout de chemin dans la neige, sans chaussures. Sur le côté, les feuilles dansaient dans le vent, des feuilles de chêne, en bas, sur des petites tiges maigres. Et je me disais, si seulement j'étais cette feuille, les SS pourraient pas me prendre en chasse, moi et ma pauvre mère. » Donc pour ce point de vue qui tente d'échapper, ce point de vue de la feuille qui vole, et puis les morts qui sont les protecteurs. Je le disais tout à l'heure. Je vous montrerai d'autres images, mais par exemple, elle écrit à propos des morts, c'était nos protecteurs et ils étaient humains. Des gens qu'on avait connus, mais ceux qu'on n'avait pas connus, on disait aussi qu'ils étaient des nôtres.
Ce sont les nôtres et on n'est pas seul. On n'était pas seul parce qu'il y avait tellement d'âmes qui virevoltaient tout autour. Voilà. Et les corbeaux, c'est à la fois la mort qui rôde, évidemment, et en même temps, Chaya dit que ce sont, dans les camps, les seules âmes qui vivent encore et qui volent encore. Il y a un poème qui dit à peu près la même chose. Doucement, sans bruit, vole un noir corbeau au-dessus de la tombe de Jeannot, au-dessus de la tombe de Roby, Michi et Falco. Il les salue de notre part, les vivants. Le noir corbeau vole d'un endroit à l'autre et laisse tomber les saluts. Une petite vieille le suit du regard, pas à pas, elle glisse sans bruit, longe la tombe de son fils. Donc là, un texte très poignant, hein, quand on sait ce qu'elle a vécu avec ce fils disparu prématurément. Et, pardon, je fais une petite parenthèse. Un des derniers, parce que Desnos n'a quasiment pas écrit à Térésine, on le sait, depuis qu'il s'est fait, pendant cette marche de la mort, voler sa boîte de chocolat Marquise de Sévigné, où était consignée une ébauche de romans et quelques poèmes. Il a été dégoûté. Bon. Mais quelqu'un a rapporté ce haïku qu'il a livré à un de ses compagnons à Térésine, qu'il a croisé. Un corbeau, son ombre, deux corbeaux. Voilà. Et puis, on va terminer peut-être sur ce poème de Robert Desnos. Hein, j'ai rêvé tellement fort de toi, hein, que tu cites. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, qu'il ne me reste rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Voilà. Magnifique. Qu'il avait écrit à la mystérieuse, c'est-à-dire à son premier amour, Yvonne Georges, la chanteuse Yvonne Georges. Oui. Oui, très absolue. Voilà, Yvonne qui traverse tout le roman. Oui, mais il a écrit aussi dans un poème qui s'appelle L'homme et son ombre. C'est vers ombre parmi les ombres, nombre parmi les nombres. Et c'est ce côté prémonitoire et qui Térésine n'est qu'une chambre d'écho de toute son œuvre et sa vie sont parcourues par. C'est très étrange, je sais qu'on termine là, mais de penser que Desnos a défendu le jazz, il adorait le jazz, et quand il hurlait à la barbe des nazis, justement, écoutez du jazz, cette musique que les nazis estiment dégénérée. Il arrive à Térésine pour apprendre que Térésine avait une petite bande de jazz qui s'appelait les Ghetto Swingers. Lui qui adorait le cinéma, il trouvait que c'était l'opium du peuple, que c'était extraordinaire cette invention, revers un peu maléfique de sa passion. Térésine, le camp de Térésine a servi de modèle vraiment complètement fabriqué de carton pour un film de propagande nazi avec des faux bains sans canalisation pour passer à l'image, une banque pour les juifs alors que ces pauvres êtres avaient été obligés d'abandonner toute forme d'argent en arrivant au camp, des cafés avec des babas au rhum alors qu'ils crevaient de faim, etc. Des landaux rutilants qui n'ont jamais vu l'ombre d'un bébé. De toute façon, les femmes juives n'avaient pas le droit d'être enceintes, sinon elles étaient envoyées à Auschwitz, etc. Une espèce de mascarade étonnante. Et donc c'est très étonnant de penser que Desnos est arrivé dans ce Térésine avec cette espèce de mascarade de film de propagande qu'on voulait montrer que les nazis voulaient montrer à la Croix-Rouge, etc. Et de penser que, oui, c'est ça, lui qui a défendu, bec et ongle, sa passion du cinéma. Enfin bon, etc. etc. Merci Isabelle. Merci Marie. On se laisse le temps d'un échange avec vous, si vous le souhaitez.
J'espère que voilà, cette rencontre vous aura intéressé.